Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus sur ce webinaire. Très heureux de partager ce moment. On va faire ensemble une petite heure autour de cette problématique. Moi, je suis très heureux de le faire avec Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, bonjour à tous et à toutes. On va donc voilà, démarrer ce webinaire ensemble. On va essayer de toucher du doigt la direction juridique 2.0. On va essayer d'être à la promesse du titre. Avec Émilie, on a travaillé sur le sujet. Et on remercie également une partie de l'équipe Witivio qui a aidé de constituer ce webinaire, notamment Camille Bailly chez nous. Comme vous le voyez dès le démarrage, vous avez accès à pas mal de fonctionnalités sur la plateforme. N'hésitez pas, durant tout le webinaire, à poser vos questions. Donc, il y a un onglet questions spécifiques. Si vous voulez un petit peu interagir de manière plus informelle avec nous, il y a une partie chat. On s'engage à revenir sur l'ensemble des questions à la fin de ce webinaire, des traités dans l'ordre de priorité. Voilà, et puis on vous en reparlera peut-être à la fin. Il y aura un sondage, on y reviendra en tout cas. Voilà, donc très content. Donc on va commencer par effectivement peut-être se présenter sur ce webinaire chacun. Je vais laisser la main à Émilie. Émilie, je te laisse donc te présenter. Bonjour à tous. Donc, je suis Émilie Le Tocquer-Calam. Je suis une ancienne directrice juridique qui est passée une dizaine d'années en direction juridique dans des entreprises au secteur varié, notamment l'informatique. Et puis, j'ai intégré une Legal Tech et à l'issue, j'ai donc fondé mon cabinet de conseil en gestion des opérations et organisation spécialisée pour les directions juridiques et pour les cabinets d'avocats, pour les professions juridiques au sens un peu large. Aujourd'hui, j'accompagne mes clients qui sont des directions juridiques et qui ont des besoins d'organisation ou de réorganisation et d'assistance sur des problématiques qu'on appelle digitales aujourd'hui ou numériques, pour être un peu plus franco-français. Et donc, je les assiste à trouver les bons outils, les outils les plus adéquats par rapport à leurs besoins. Super, merci Émilie, c'est très clair. Puis moi, je vais faire la réciproque. Moi, je suis Julien Brichard, je suis le directeur commercial de Witivio. J'ai un parcours plutôt en entreprise du secteur numérique, une petite quinzaine d'années derrière, avec un côté très IT dans le discours. D'ailleurs, n'hésitez pas, si un terme ne vous parle pas, n'hésitez pas à nous poser la question, soit directement en l'onglet questions ou s'il y a un terme dans la partie chat. On essaye de, entre guillemets, vulgariser au maximum tout ce qu'on va expliciter aujourd'hui. Moi, j'ai Émilie qui va être mon totem plutôt juridique, qui va essayer de m'aider sur la partie métier et puis sur toute la partie plus IT technique. Voilà, s'il y a des choses, besoin d'illustrer, de des exemples, n'hésitez surtout pas. Bon, bah, très bien, on va pouvoir passer donc à notre fameux sommaire, la promesse de ce webinaire, on va le faire ensemble. Donc, voilà, donc on a fait un petit plan de vol, évidemment, vous avez vu, IT va essayer de toucher du doigt la fonction juridique, donc on essaye bien d'être dans cet état d'esprit-là. Donc déjà, on va voir la digitalisation des directions juridiques, en fait, c'est quelle utilité et quelle solution. Ça, je mettrai plus la main à Émilie, qui est au cœur des directions juridiques, de par son passé, mais aussi actuellement dans ce qu'elle effectivement ce qu'elle nous a expliqué, elle est capable à amener aujourd'hui en termes de mission à conduire et à conseiller direction juridique. On verra ce qu'est un chatbot concrètement. Alors concrètement, ce sera Émilie, parce qu'on a ce côté métier. Il faut voir comment la direction juridique peut avoir des chatbots. Et moi, je reviendrai un peu plus sur la partie technique, comme on l'a dit. On verra les cas d'usage aussi en direction juridique. Là, je laisserai la main totalement à Émilie, parce que là, on est dans le métier pur. Les KPI, les ROI dégagés grâce au chatbot. Je crois qu'Émilie, en plus, tu as animé il y a peu de temps un webinaire sur les KPI. Donc, c'est en tout cas une vidéo. Ce sera hyper intéressant d'avoir ton retour sur ça. Et puis, on verra comment implémenter concrètement un chatbot en direction juridique, combien ça coûte, comment ça se passe. Ça, on vous verra ça pour la fin. Voilà, bon, on va pouvoir enchaîner directement. Je vais te laisser la main, je pense, Émilie. Oui. Alors, voilà. Quelle utilité pour la digitalisation des directions juridiques? Vaste sujet. Alors effectivement, il faut se poser plusieurs questions pour savoir pourquoi digitaliser sa direction juridique, pour le faire pour les bonnes raisons et pas uniquement parce que c'est la mode. La digitalisation des directions juridiques, ça va vous servir notamment à vous simplifier le travail au quotidien, en enlevant toutes les tâches qui sont assez redondantes et assez fastidieuses, qui peuvent permettre d'être automatisées. On peut se concentrer sur les tâches qui sont à plus forte valeur ajoutée, et vous concentrer surtout sur les enjeux stratégiques. Vous avez une autre problématique qui est celle de gagner du temps, et le temps c'est l'argent, et donc le temps c'est aussi de la productivité. Et comme je vous le disais, si vous libérez des tâches chronophages et répétitives, vous avez du temps qui est dégagé, qui peut être réalloué à autre chose, parce qu'on sait bien que le travail c'est un peu extensible et que ça va venir remplir l'intégralité du temps que vous avez disponible.
Le troisième effet de digitalisation, c'est pour moderniser son organisation. C'est aussi une question d'image, on y reviendra un peu plus tard. Les stratégies de vos directions juridiques doivent évoluer parce que les stratégies de vos directions générales évoluent et que donc pour soutenir le business, il faut qu'on soit parfaitement aligné. Le quatrième point, c'est la meilleure collaboration en interne et en externe, à la fois entre les membres de la direction juridique, mais aussi auprès des opérationnels. Et ça, on a vraiment des outils aujourd'hui qui vous permettent de collaborer au mieux et de simplifier les rapports des uns et des autres, que ce soit lors de la saisie, mais aussi lors du rendu des dossiers ou des notes ou des pitchs. Et puis enfin, pour optimiser les coûts, parce qu'on sait que l'argent, c'est aussi le nerf de la guerre, qu'en cette période économique un peu compliquée, parfois, on a besoin d'avoir des éléments particuliers et vraiment très tangibles, notamment sur le ROI, et c'est aussi sur les KPI, et c'est pour ça qu'on y revient tout à l'heure et qu'on y dédie une slide spécifique. Mais si vous investissez dans des outils digitaux, c'est aussi l'assurance pour vous d'optimiser vos coûts et d'avoir un retour sur investissement important qui va vous permettre justement de vous dégager du budget pour autre chose. Alors, vous avez un pléthore de solutions digitales aujourd'hui. En fait, pour vous recadrer les choses, pour ceux qui l'ignorent ou qui sont pas encore tout à fait au fait du sujet, le développement ce qu'on appelle le marché Legal Tech s'est fait à partir de 2013 globalement. Il a connu un plein boom en 2015. Et puis 2015, c'est à peu près stable, même s'il y a pas mal de solutions qui à la fois développent leur offre commerciale, mais en plus d'autres solutions qui viennent se créer en fonction de ce qui se fait plus ou moins et des attentes des clients. Du coup, vous avez une offre qui est pléthorique. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire vraiment de l'interne. Et donc, vous avez des solutions de signature électronique que vous connaissez sans doute parce que elles ont connu un plein boom pendant cette période de ces derniers mois avec le confinement, puisque c'était vraiment la solution idéale qui permettait de signer ces contrats à distance avec le respect de la distanciation, comme on le disait. Vous avez aussi les outils d'automatisation des contrats, tout ce qui est knowledge management et e-learning, diffusion de la culture juridique, et à mon sens, j'y reviendrai, mais le chatbot va rentrer dans ce qu'on appelle la diffusion de la culture juridique. Vous avez les outils de digitalisation des boards et de corporate. Vous avez tout ce qui est pilotage d'activités qui va constituer des dashboards à travers des KPI. Ça, souvent, vous avez des solutions qui sont exclusivement dédiées sur le pilotage, mais souvent, elles vont agréger plutôt des données qui elles-mêmes sont issues d'autres solutions. Donc, vous avez plusieurs solutions qui sont centralisées au niveau d'un dashboard. Vous avez les outils de saisie avec le ticketing, comme je vous le disais, pour que les opérationnels soient plus à même de saisir les bons interlocuteurs de la DJ. Vous avez tout ce qui est dématérialisation avec les GED et le stockage et l'archivage, le contract management, une petite niche un peu spécifique sur la RegTech et la compliance, tout ce qui est extraction de data. Et puis le dernier point, c'est l'intelligence artificielle, ce qui fait le lien avec le sujet du jour, qui sont les chatbots. Alors, un chatbot, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un robot qui est basé sur l'intelligence artificielle, donc c'est ce que j'évoquais en dernier. Plus exactement sur le machine learning. Le machine learning, Julien, il vous l'expliquera probablement sans doute mieux que moi. C'est la machine qui va apprendre et qui en fait est auto-apprenante. Et donc, plus on utilise l'outil, et plus l'outil va devenir intelligent. Et donc, en réalité, c'est pas l'outil qui en lui-même est intelligent, c'est vous qui l'entraînez, et c'est l'usage circulaire et itératif qui va permettre à l'outil de fonctionner de mieux en mieux. Ça permet d'interagir avec un utilisateur sur les sujets donnés. Alors, il peut être soit B2B, soit B2C, comme je vous le disais. Donc, vous l'avez sans doute expérimenté si vous êtes allé sur les sites de consommation et que vous étiez vous-même à la place du consommateur. Vous avez le petit chatbot pop-up qui pop. Aujourd'hui, on vous parle d'une expérimentation où ce serait exclusivement en interne. Donc, soit interne, et ce que j'appelle interne, c'est au sein de la direction juridique. Donc, des juristes qui, entre eux, pourraient se poser des questions à travers le chatbot. Ou alors un chatbot interne-externe, qui en fait est entre la direction juridique et les opérationnels. Et les opérationnels pourraient poser des questions aux juristes, enfin à la direction juridique à travers ce chatbot. Le chatbot, il peut fonctionner en langage naturel ou en langage d'idées. C'est la même chose, vous avez dû déjà l'expérimenter, soit vous posez des questions de façon écrite, soit vous cochez des petites briques qui sont sous les questions, qui vous permettent donc de dérouler l'arbre. Et encore une fois, pardon, Julien y reviendra dans une petite seconde. Vous avez ce qu'on appelle, ou ce que j'ai appelé les dresseurs de chatbot. Les dresseurs de chatbot, en réalité, ce sont les juristes qui vont apprendre à la machine, donc au chatbot, à fonctionner de mieux en mieux, et donc pousser les réponses, tout ce qu'on appelle le back-office, et ce qu'on appellera pendant cette durée du webinaire le back-office, c'est en fait, pour être très franc, c'est le bidouillage informatique derrière, et en fait c'est beaucoup plus simple que ce que le terme laisse présager, puisque c'est juste l'interface en réalité, sur laquelle les juristes vont pouvoir pousser les questions aux réponses qu'ils auront même prédéterminées.
Et puis, ça va vous permettre donc de faire redescendre l'information et diffuser la culture juridique en interne parce que du coup, le logiciel, à l'inverse du juriste, il est disponible H24 et 7 jours sur 7. Donc, ça veut dire que vos opérationnels, ils sont plus tributaires de vous pour obtenir des informations standards et lambda. Et donc, du coup, vous avez une meilleure diffusion de la culture juridique de façon généralisée. Alors, juste pour préciser, je sais qu'on peut se dire, il suffirait de faire une FAQ. J'ai déjà eu l'idée quand j'étais en direction juridique, pour rien vous cacher, parce qu'on a souvent les mêmes questions qui reviennent et on a tous les mêmes problématiques. Et on voulait essayer de simplifier les choses. Et en fait, la FAQ, ça ne fonctionne pas. Et ça fonctionne pas, pourquoi? Parce que l'opérationnel, il n'a pas envie de lire un énième document, il a envie de parler à un humain. Avec le chatbot, il sait bien que c'est pas forcément un humain qui est derrière, quoique parfois ça peut être le cas. Mais en tout cas, cette impression d'avoir une conversation guidée avec quelqu'un ou avec quelque chose qui en tout cas se rapproche de l'humain donne un aspect beaucoup plus interactif à la conversation que la FAQ standard et qui fait donc que ça fonctionne beaucoup mieux. Voilà. Super. C'est bien, c'est top parce que tu as parlé du milieu. Et on s'est taquiné pendant une petite phase un peu amont. Effectivement, on n'avait pas parlé du milieu de ce cercle. C'est très intéressant. Non, effectivement, pour illustrer techniquement en interne, si on regarde les types de chatbots, ça c'est pour un peu illustrer techniquement ce que dit Émilie. Je trouvais ça très intéressant. Nous, en interne, chez Witivio, les dresseurs de chatbots, on appelle ça des coachs de bots. C'est-à-dire que la direction juridique, les juristes qui animent le chatbot et les construisent, prennent la main sur les chatbots, on les appelle des coachs. Dresseur, c'est un très bon nom aussi. Ouais. Donc, dans les chatbots, on se rend compte qu'il y a effectivement plusieurs éléments techniquement. Très classiquement, et un peu ce qui vient du B2C, vraiment ce qu'on trouve, comme tu disais, Émilie, sur les sites d'e-commerce classiques. On a tous connu, on va dire, des chatbots de questions-réponses, où effectivement, on va se baser sur une question précise et on attend une réponse précise. Bon, le problème de ces chatbots-là qui ont existé, qui se basent sur des moteurs de NLP, donc c'est un type d'analyse de langage assez simple, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, vous permettre, si vous avez une réponse identifiée dans une base de connaissances, de la sortir directement. Donc l'intérêt d'un chatbot, c'est qu'en plus, vous pouvez avoir la réponse, vous pouvez mettre une image associée et vous pouvez même guider la personne vers un lien, si vous avez un lien vers un document, vers un plan plus gros, plus détaillé, pour aller un petit peu plus loin. Donc ça, c'est l'intérêt, en fait, ce qu'on appelle du chatbot question-réponse, qui est un mode vraiment conversationnel très libre. La limite de ce modèle-là, c'est qu'effectivement, si le chatbot n'a pas la réponse, et ben soit il a une réponse toute venue en disant j'ai pas la réponse et il faut que je revienne vers vous, ce qui peut être un peu dommage. Soit on a le fameux oups qui énerve tout le monde et qui est la limite en fait de ces types de chatbots-là. De plus en plus, aujourd'hui, on va vers ce qu'on appelle du clickbot, ce qu'expliquait Émilie tout à l'heure, c'est qu'effectivement, j'ai des cases à cocher et donc on va essayer d'organiser généralement sous 3 ou 4 briques en disant qu'est-ce que tu souhaites faire quand le chatbot nous tutoie, qu'est-ce que vous voulez faire. Et le chatbot, c'est à peu près en 3 exemples, en 3 briques, vous orienter vers 80% de vos demandes. On verra les cas d'usage dans les directions juridiques, ça Émilie reviendra, mais par exemple, on va reprendre des cas d'usage les plus courants qui reviennent, et on sait que les personnes ont des besoins récurrents qui sont à peu près normaux sur un chatbot, et quand ils vont cliquer, ils vont avoir la réponse spécifique à ces cas d'usage qui reviennent très systématiquement. Ces clickbots-là ont beaucoup plus de succès. Par contre, la difficulté, c'est que si je veux poser une question spécifique à ce clickbot-là, ce chatbot pur, le clickbot, n'était pas tout à fait prévu. Donc aujourd'hui, de plus en plus dans les tendances, on va vers ce qu'on appelle l'hybride. C'est-à-dire qu'on prend le meilleur des deux mondes pour finalement avoir un chatbot beaucoup plus intelligent. Je suis dans du clickbot qui me permet d'aller vite. Je suis dans l'interaction, ce que disait Émilie. Hop, j'ai une case pour aller chercher, déclarer un incident. Hop, tiens, je vais aller cliquer dessus, c'est exactement ce que je veux faire. Donc, je vais aller très très vite. Mais en même temps, je vais laisser l'opportunité de poser une question libre en dessous ces 3-4 cases de clickbot. Donc, je vais intégrer du question-réponse dans ce chatbot hybride pour dire, si ça ne répond pas aux 3-4 cas d'usage récurrents que vous avez, vous pouvez quand même poser une question libre. Et là, je ferai de mon mieux pour y répondre en tant que chatbot. Voilà. Donc là, c'est intéressant. Alors, pourquoi c'est intéressant? C'est qu'effectivement, on se base sur du machine learning. Et le machine learning, je ne rentre pas dans tous les détails, mais le machine learning s'affronte au deep learning. C'est deux modèles en intelligence artificielle. Il est auto-apprenant, c'est-à-dire qu'il fonctionne comme un cerveau humain. C'est-à-dire qu'il va commencer à chercher et à créer un réseau neuronal de logique pour trouver des réponses et construire au fil de l'eau et améliorer l'expérience utilisateur. Donc, ce qui est très intéressant avec un hybride, c'est qu'il prend la logique du clickbot, des questions ouvertes et il essaye de recouper et de trouver des réponses assez rapides.
Et c'est très intéressant parce que, par exemple, on va pouvoir pousser et faire améliorer le chatbot très, très naturellement. On aura une boîte de réception sur lequel on pourra effectivement avoir les dresseurs de chatbot qui pourront dire, bah, tiens, cette question-là, c'est finalement c'est la reformulation d'une question existante. Et hop, en un clic, bah, j'ai réaffecté finalement une nouvelle question à un existant et ça se fait très simplement. C'est l'avantage de chatbot hybride. Voilà techniquement un peu, j'espère que je ne vous ai pas perdu sur l'explication. Après, concrètement, si on rentre dans le détail, Émilie, peut-être dis-nous concrètement en direction juridique, toi, ce que tu as repéré comme cas d'usage récurrent. Je pense que c'est intéressant d'avoir ta visu. Oui, alors à quoi est-ce qu'on pourrait affecter un chatbot en direction juridique? Et ben en fait toutes les questions récurrentes qu'on a tous les 3 jours. Alors en préalable, je voudrais quand même relever un point parce que souvent on dit oui, mais les robots vont prendre notre boulot, on sera plus juriste, on n'aura plus de boulot. Alors écoutez, le premier cas d'usage, c'est le NDA. Vous l'avez sans doute vécu en direction juridique où on va vous demander un modèle de NDA ou alors un CABIS, par exemple. Je l'ai pas mis non plus dans les cas d'usage, mais on vous demande un CABIS qui date de moins de 3 mois. Et tous les 3 jours, vous devez renvoyer le CABIS de moins de 3 mois parce que si vous l'avez mis sur l'intranet, et ben on sait comment ça se passe, ils vont pas le chercher. Moi personnellement, en tant que juriste, en tant qu'ex-juriste, en tout cas, si les robots viennent prendre ce genre de boulot, c'est pas grave, je vais pas pleurer, c'est pas le boulot pour lequel j'ai signé, c'est pas la plus-value intellectuelle que je pense que je peux et que vous pouvez apporter à la direction juridique. On peut faire des choses bien meilleures que de pousser des documents types ou des documents standards aux opérationnels. Donc le premier cas d'usage, c'est le NDA. J'ai besoin d'un NDA qui soit unilatéral ou bilatéral. Quel est le dernier modèle à jour ? Et ben là, le chatbot va pouvoir le pousser tel quel. En tout cas, donc, quand je dis tel quel, c'est tel que vous avez décidé de pousser le modèle. Donc, vous uploadez, pour rentrer dans le concret, vous uploadez en back-office sur le chatbot le document que vous souhaitez voir pousser à chaque fois que l'opérationnel va poser la question du NDA, par exemple, puisque c'est le cas d'usage. Là, pour simplifier vraiment les choses, je suppose que en termes de cas d'usage concret, on aurait un langage avec les briques où la personne cliquerait sur bilatéral ou unilatéral avec une petite description, une petite définition pour être sûr qu'ils aient la bonne définition eux-mêmes. Et comme ça, il n'y a pas de confusion. Ça peut aussi répondre à la question standard de qui est habilité à signer le NDA sur l'entité X de tel business unit. Ça a beaucoup répondu aux enjeux du RGPD à l'époque. Donc moi j'étais dans une legal tech et j'avais eu l'occasion justement de monter un chatbot sur ce sujet-là pour un client. On avait des questions hyper standards pour les opérationnels qui sont, alors maintenant aujourd'hui ils le sont plus formés à la réglementation, mais qu'est-ce que c'est le RGPD? Qui est la personne qui est DPO? Où est-ce que je peux exercer mon droit de retrait? Tout ça c'est des questions vraiment simples et standards, encore une fois, auxquelles le chatbot va pouvoir apporter des réponses. Sur tout ce qui est compliance aussi, et là c'est peut-être un peu plus complexe. Si vous avez par exemple des personnes qui vont faire du business de façon régulière dans un pays spécifique, et ben vous pouvez pousser des directives qui sont spécifiques au pays. Si une personne doit se faire inviter à déjeuner ou doit recevoir un cadeau, moi dans les directions juridiques dans lesquelles j'étais préalablement, on avait des seuils d'affectation en termes de compliance où au-delà de 200 €, je crois de mémoire, le cadeau devait être déclaré à la personne qui était en charge de l'éthique et la compliance. Bon, tout ça, c'est vraiment des réponses qui sont standardisées, qui sont applicables à tous, et donc du coup, il y a une simplicité de pousser les réponses derrière. Sur le contrat type, vous fonctionnez aussi souvent beaucoup avec des contrats types ou des contrats de base, pour les contrats de vente par exemple, ou pour les personnes qui sont affectées à les signer, vous allez pouvoir directement pousser ce genre de réponse. Si vous pouvez aussi mettre un petit mot sur par exemple la clause de limitation de responsabilité qui non n'est pas modifiable ou est modifiable de façon très ponctuelle et là par un humain, vous pouvez aussi pousser cette première réponse et ça permettra de lever les premières interrogations. Voilà. Encore une fois, le but du chatbot, ça n'est pas de remplacer le juriste, c'est de pouvoir vous permettre de vous détacher d'une partie de votre travail qui est quotidien aujourd'hui, qui n'est pas le travail le plus intéressant, qui est un travail extrêmement redondant, pas hyper stimulant intellectuellement parce que c'est des réponses type à pousser et qui peuvent être faites du coup de façon automatisée. Évidemment, dès qu'on passe à quelque chose d'un peu plus complexe, par exemple, je ne veux pas supprimer la clause de limitation de responsabilité, mais je voudrais la modifier. Ou alors, est-ce que je peux en relever le seuil? Et ben là, le chatbot pourrait pousser la réponse que vous auriez déjà apportée, qui est merci de vous rapprocher de la direction juridique pour cette modification-là, parce que là, évidemment, c'est stratégique et c'est beaucoup plus opérationnel et vous avez une plus-value qui est bien plus importante que celle d'un chatbot, évidemment. Super.
Alors sur la partie des KPI, puisque on pose souvent la question, quel KPI on va pouvoir dégager grâce au chatbot? C'est vraiment l'utilité première pour moi enfin peut-être pas première, mais en tout cas deuxième de la digitalisation, c'est que on va pouvoir avoir des données qui vont être du coup collectées par l'outil, et ces données qui sont collectées, vous allez pouvoir en faire quelque chose à la fois en interne au sein de la direction juridique, c'est très utile, mais également vous allez pouvoir décider de les pousser à la direction générale ou à la direction financière, arriver avec des éléments qui sont chiffrés, ce qui n'est pas facilement le cas aujourd'hui. Vous allez pouvoir retenir des éléments importants, par exemple la typologie des questions qui sont posées par les opérationnels, la nature des documents ou des informations qui sont les plus demandées, le taux moyen de réponse, parce que du coup les opérationnels vont être beaucoup plus contents puisqu'ils vont avoir une réponse qui est automatisée sur tout ce genre de sujets qui sont encore une fois hyper simples. Le taux de satisfaction du client interne aussi, parce que du coup dans 80% des cas, comme l'évoquait Julien, la réponse à la question sera automatiquement poussée pour les questions standards, encore une fois, et pour les 20% restants, le chatbot, mais Julien y reviendra sans doute, va pouvoir faire remonter l'information directement au juriste et du coup saisir directement la direction juridique qui aura donc un retour immédiat des questions restées sans réponse. Et à ce stade-là, soit vous décidez que le pourcentage qui reste est quelque chose de très marginal et donc vous prenez la main et c'est vous qui le gardez, ou alors vous vous rendez compte que ce pourcentage marginal en fait est quelque chose d'assez récurrent et que donc il serait probablement assez utile de pousser une réponse automatisée et standardisée à cette question pour tous les autres cas d'usage des autres opérationnels. Vous allez pouvoir aussi avoir une traçabilité du nombre de documents templates qui sont envoyés sans mobilisation de la DG, de la nature des documents également, et des départements les plus, ce qu'on appelle consommateurs des ressources de la direction juridique. Là, c'est si on se place vraiment dans un cas de figure de la direction juridique qui est Legal Service Provider, et ben du coup, vous avez une vision qui est aussi inverse, qui est que les business units vous prennent du temps et de la ressource, et donc vous pouvez voir comment vous allouez votre temps, à quel département quel département business unit vous allouez le plus de temps. Et puis vous allez pouvoir détecter ce qu'on appelle les signaux faibles. Les signaux faibles, c'est des choses qui vous seraient pas éventuellement remontées par une saisie un peu plus organisée telle qu'elle est aujourd'hui. Pour moi, c'est un peu l'équivalent de la machine à café, c'est que vous allez discuter avec quelqu'un et puis au détour d'une conversation, vous apprenez qu'en fait, il a reçu un cadeau hyper important, vous apprenez qu'il est invité à déjeuner par un prospect, vous apprenez qu'il a une mission qui va commencer en Iran. Tout ça, c'est les choses qui vont pouvoir remonter par le biais des questions aussi. Les personnes vont poser des questions auxquelles elles vous auraient peut-être pas sollicité en frontal, mais comme en réalité là c'est par un chatbot, la parole va pouvoir un peu plus se libérer. Et là, vous allez pouvoir détecter des choses en termes de compliance risk management que vous auriez pas envisagé autrement, et vous allez pouvoir y apporter une réponse. Julien, tu veux rajouter quelque chose sur les KPI ? Alors, juste, on a répondu à la question, mais c'est vrai qu'il y a Elisa qui nous posait une question, normalement pour traiter les questions à la fin, mais qui avait la question sur qu'est-ce qu'un KPI. Donc, on a répondu directement que c'est un indicateur clé de performance. Je sais que tu es la grande spécialiste de la partie KPI. Qu'est-ce que tu pourrais peut-être donner en complément comme information à Elisa, au-delà de tout ce que tu as pu illustrer là dans les types de KPI pour les directions juridiques, pour qu'Elisa comprenne bien le KPI, ce que c'est exactement? Oui, les KPI, c'est vraiment ce qu'on appelle les indicateurs de performance. Alors, dit comme ça fait très Startup Nation et évaluation des humains. Pour moi, c'est pas une évaluation des humains, c'est une évaluation du travail produit par la direction juridique. On l'a tous vécu, moi la première en direction juridique. Les gens ont du mal à voir exactement ce qu'on fait. Alors, ça évolue pas mal globalement avec l'humain, avec la façon dont on est perçu. Et pour moi, en tout cas, la façon dont on est perçu, c'est aussi la façon dont on communique sur ce qu'on est et sur ce qu'on fait. Donc, plus souvent vous traînez à la machine à café, plus souvent vous êtes placé au milieu des opérationnels. C'est pour ça que moi, par exemple, je suis assez favorable aux mobilités internes et aux mobilités quotidiennes avec le flex office. Plus vous êtes proche des opérationnels et plus ils voient qu'en gros vous êtes sympa, vous n'êtes pas toujours la personne qui va dire non, et vous pouvez trouver des solutions, et vous allez aussi comprendre ils vont comprendre ce qu'est votre job au quotidien. Vous faites pas que relire des contrats. Si vous demandez à un opérationnel ce que fait la direction juridique, globalement, on va vous dire, ils disent non.
Et ils font des contrats. Mais notre activité se résume pas du tout qu'à faire des contrats. Et le problème de cette absence de bonne perception de ce que fait la direction juridique pour les opérationnels, c'est qu'on est saisi beaucoup trop tard parce qu'ils pensent pas à nous mettre en amont du projet, alors que le projet il est collectif et que si la direction juridique est pas imbriquée au début du projet, et ben on arrive derrière, mais du coup on fait le pompier et on a juste l'extincteur, c'est quand même beaucoup moins confortable et pour nous et pour eux en termes de sécurité juridique. Et l'autre versant, c'est que si on communique pas assez sur ce qu'on fait, il n'y a pas que les opérationnels qui comprennent pas ce qu'on fait, il y a aussi la direction générale et il y a aussi la direction financière. Or, c'est les deux personnes qui vont décider quel budget est alloué à la direction juridique. Donc, il y a un vrai enjeu pour moi qui est de communiquer sur ce qu'on fait. Et pour communiquer, ces personnes-là, en tout cas les personnes DG et DF, vont avoir besoin de chiffres. Et pour avoir besoin de chiffres, il faut que nous-mêmes, on les ait. Aujourd'hui, si on travaille sans outils, ce que vous allez pouvoir être capable de sortir en 2 secondes, c'est peut-être vous avez un liste fichier Excel de l'intégralité de vos contentieux, donc vous pouvez peut-être me sortir très vite le nombre de contentieux que vous gérez, vous pouvez peut-être me sortir relativement rapidement le nombre des montants financiers qui sont provisionnés pour ces contentieux, vous pouvez peut-être me sortir un peu moins facilement le nombre les montants qui ont été perdus lors des dernières transactions ou lors des dernières litigations. Vous allez peut-être encore plus difficilement me sortir le montant des créances que vous avez recouvrées et encore plus difficilement, pour pas dire quasiment impossible, le montant des litiges évités grâce à votre veille juridique, à votre modification des contrats de façon habituelle. Là, j'ai fait qu'un petit panel de tout ce qui est affecté à la direction juridique. On a oublié toute la partie qui est compliance, éthique, risk management, voilà, conseil et conseil stratégique. Mais du coup, pour pouvoir se vendre et vendre au mieux ce qu'on fait, eh ben, il faut monitorer. Et c'est pas encore une fois monitorer l'humain, c'est monitorer la performance de la direction juridique et ça passe par ces datas. Réponse hyper complète, hein. Merci Émilie. Pardon. Pour Elisa, ce sera très clair, en tout cas, de comprendre l'impact. Bon, ça c'est top. Donc du coup, si on parle retour sur investissement, c'est souvent la question qui revient derrière les KPI, hein. Je pense qu'on doit te la poser tous les jours. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le quantifiable, en tout cas? Qu'est-ce que oui. Toi, tu vois dans les ROI pour le chatbot à destination de la direction juridique? Oui, alors sur le retour sur investissement, effectivement, pour le chatbot, on l'a dégagé 2 grands axes qui sont le quantifiable et le non quantifiable. Pour tout ce qui est quantifiable, vous avez du coup le calcul du temps qui est dégagé par les chatbots aux juristes, qui peut se faire assez rapidement. Vous évaluez le nombre de questions récurrentes que vous avez. Alors, de toute façon, ce qu'il va falloir faire pour implémenter un chatbot, c'est une partie de travail en amont faite par vous, qui est le listing des questions, de la typologie des questions et du nombre de questions qui, vous estimez, revient de façon très récurrente et donc vous mobilise sur, je sais pas, 1 heure par jour ou 2 heures par jour ou 4 heures par jour sur l'ensemble de votre DJ. Et ça, vous pouvez du coup le multiplier par le nombre de jours. Et quand vous croisez les données avec le nombre de questions qui a été posées par les opérationnels au chatbot sur un mois, je sais pas, de l'ordre de 2000 questions par exemple, un chiffre au hasard, et ben du coup vous pouvez recouper le nombre d'heures que ça aurait sollicité un juriste pour répondre à ces questions-là. Et ça, évidemment, pour le coup, c'est du non quantifiable, mais ça ne prend pas en compte le taux d'interruption mentale que vous avez à chaque fois que vous avez une question qui fait que vous vous arrêtez sur le dossier sur lequel vous êtes pour décrocher le téléphone ou répondre à un mail et vous avez ensuite du mal à vous remettre dans le bain. Et ça, multiplié par le nombre de questions que vous avez, on voit que c'est quand même assez lourd. Ça va vous dégager du temps, donc ce temps qui a été dégagé peut être alloué pour faire autre chose, comme je vous le disais, évidemment. Le but, encore une fois, c'est pas de dire, bah, du coup, on vous a dégagé du temps, on va pouvoir licencier une personne. Le but, c'est de dire, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire, on va vous dégager du temps et vous allez pouvoir reprendre la main sur une partie du travail, notamment stratégique. Donc, ce temps qui est dégagé, vous allez pouvoir montrer à quoi vous allez le réaffecter. C'est du gain de temps pour les opérationnels et ça, c'est ce que je vous disais, c'est que du coup, il est disponible 24/7 et donc du coup, pour eux, vous allez aussi pouvoir montrer, puisque vous avez un historique, je reprends, il y a une question qui est posée sur est-ce qu'on a un historique trouvé dans un endroit, Julien y répondra, mais en tout cas, vous avez du coup les horaires aussi des questions et donc du coup, vous allez pouvoir montrer que par exemple, les questions qui sont posées tard le soir et donc de toute façon, sinon il aurait fallu attendre le lendemain matin. Donc, quel gain de temps pour les opérationnels pour avancer sur ce sujet. Le taux de satisfaction, c'est pareil, ça se mesure. Alors ça, vous pouvez envoyer des petits questionnaires ponctuels, mais sinon, je sais qu'il est aussi possible de boucler la boucle du chatbot avec la dernière question du chatbot qui est « Ai-je bien répondu à votre question, oui ou non, est-ce que vous êtes satisfait ?»
Et puis, une réduction des risques et une standardisation des réponses qui sont apportées aux opérationnels, parce que quand vous êtes une grosse direction juridique, et ben, en fait, quand on discute un peu entre collègues, on se rend compte que les réponses qu'on apporte les uns les autres à des questions, alors pour le coup, je vous parle pas du cabis poussé, parce que là, c'est du document type, mais sur des questions spécifiques, par exemple, de compliance, et ben, les réponses, elles peuvent sensiblement varier en fonction de la compréhension de chaque juriste du sujet, en fonction de est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose, ça tombait entre deux calls, et finalement, j'ai donné que 2/3 des trois points que je devais normalement donner. Et ben là, du coup, vous avez plus ce risque-là parce que les réponses, elles sont standardisées. C'est uniformisé au niveau de la DJ et donc là, vous vous mettez d'accord de façon concertée au sein de la DJ sur les réponses standards à apporter. Je complète sur la partie non quantifiable, mais tu reviendras dessus, Émilie, t'hésites pas, hein, sur ce qui est peut-être un peu moins matérialisable, on va dire, en temps et en économie, en ROI, mais qui est quand même un ROI de valeur, donc qui est plutôt un ROI de perception. En fait, il y a un autre point, c'est que ça va améliorer l'image. Alors, on le voit, c'est pas lié qu'à la direction générale, hein, dans tout type de chatbot pour les directions. Le fait d'être équipé d'un chatbot, d'avoir montré que c'était co-construit donc par les métiers eux-mêmes et que ça permet de créer de l'interaction avec le reste de l'entreprise, ça change significativement déjà les relations qu'on a. C'est-à-dire que les gens, par défaut, ce que tu disais, Émilie, hein, on pourrait percevoir la direction juridique de base en disant c'est les gens qui vont vous dire non. À partir du moment où j'ai mis un chatbot, déjà, ça peut plus être dans l'esprit des gens, en tout cas au niveau des salariés, parce qu'ils ont accès bien à la direction juridique qui répond à un certain nombre de questions. Et comme tu le dis, alors un chatbot, quand on débute, c'est plutôt 200 à 250 questions. Mais c'est vrai qu'avec les reformulations des questions, on a des modules qui permettent d'aller jusqu'à 150 fois reformuler une question. Donc on met la question sous différentes formes. On peut très vite arriver à l'équivalent de 2000 questions. Voilà. Et donc, on peut répondre déjà à énormément de questions et une direction juridique qui est dotée d'un chatbot, effectivement, en termes d'image et dynamisme, ça va lui ramener de l'aura et ça va lui ramener du dialogue aussi avec les gens. Donc, du coup, sur le décloisonnement des connaissances, comme tu disais, ça va être très riche, quoi. On va très vite aller beaucoup plus loin. J'imagine que on passe du NDA très vite au contrat. Moi, je me rappelle d'une histoire où en tant que directeur commercial, j'avais été voir ma direction juridique d'époque pour lui demander comment on faisait, parce qu'on était en train de vendre un projet de digitalisation dans une ESN et c'était le premier qu'on vendait. Et donc, ça avait des impacts et on allait voir cette direction juridique. C'est vrai que si j'avais eu un chatbot à l'époque, j'aurais posé des questions, ça aurait alerté la direction juridique qui serait très vite revenue vers moi et peut-être avec quelque chose en avant-garde en disant attention, si vous voulez vers de la digitalisation, voilà le type d'informations qu'il nous faut et nous, on peut préparer les éléments. Là, je suis arrivé effectivement, pas en aval, on était en appel d'offres, mais j'ai fait travailler cette direction juridique et qu'on a un petit peu bavé, j'avoue. Un peu tard. C'est donc toi l'opérationnel qu'on déteste au quotidien. Voilà. Bon, il y a des points communs entre les directions commerciales et les directions juridiques, mais voilà, mais j'étais typiquement ce cas-là. J'aurais eu un chatbot, c'est vrai que j'aurais pu bénéficier du retour de la direction juridique plus tôt. Et pour le coup, ça aurait été sympa parce que j'aurais facilité le travail, ça aurait été plus fluide pour moi, j'aurais gagné du temps. Moi, je me suis retrouvé un peu bloqué à un moment au niveau de la signature du contrat client parce que du coup, j'ai obligé la direction juridique à se mobiliser très tardivement et très fortement, ce qui n'est pas l'idéal. Effectivement, c'est peut-être aussi moins d'interruptions avec les juristes. C'est-à-dire que je rejoins un peu ce que tu dis, c'est que quand, et c'est l'intérêt d'un chatbot, hein, quand on commence à mentalement aller emmener les gens sur des tâches vraiment récurrentes à faible valeur ajoutée, c'est difficile d'être sur du conseil stratégique pour une direction juridique, quoi. Donc switcher, de passer une demande de directeur général au directeur financier, parce qu'au milieu j'ai eu une demande de NDA, une demande de contrat, une demande de... intellectuellement, ça use. Donc effectivement, je pense que ça contribue aussi à une meilleure agilité dans le travail qui est délivré. Tu pourras peut-être en reparler, mais sur la diffusion de la culture juridique, là, faut peut-être plus que je te laisse la main. Sur la juridique, ouais. Ça va permettre du coup de faire redescendre l'info de la culture juridique. Ça, encore une fois, ça peut se faire de façon informelle. Moi, j'avais toujours l'habitude de le faire, encore une fois, l'exemple de la machine à café. Pour moi, c'est vraiment un point de socialisation beaucoup plus important que ce qu'on croit, parce que c'est aussi l'endroit où tout le monde va vous appeler pour vous dire tiens, j'ai une petite question en fait, ça tombe bien parce que c'est plus informel et en fait, il faut pas non plus minimiser le fait que parfois
ils ont soit peur de venir sur le pôle juridique. On est tous les juristes ensemble, ça fait peur, peut-être, sans doute. C'est pas le même étage. Voilà, là, ils vous attrapent de façon plus informelle à la machine à café. Du coup, le chatbot, c'est pareil. C'est qu'en gros, ils savent, mais ils savent pas qu'ils parlent pas à un humain. Donc, du coup, ils sont un peu plus décomplexés de poser des questions. Et ça peut permettre, du coup, d'avoir une redescente d'infos toujours beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide. Et beaucoup plus régulière aussi. Là où ils vous auraient pas appelé spontanément, décroché le téléphone pour vous appeler ou envoyer un mail, peut-être qu'ils vous auraient attrapé à la machine à café, mais si vous n'y êtes pas, peut-être qu'ils auraient envoyé un message sur le chatbot directement. Et puis le dernier point sur l'accessibilité de l'information, alors je tempère le 24/7 parce que en chatbot d'entreprise, on est plutôt en 5/7. J'invite pas trop les gens à travailler le samedi et le dimanche, mais c'est vrai qu'il y a une philosophie où de toute façon le chatbot, il est disponible. Donc ça, c'est sûr. Et c'est effectivement là où tu as extrêmement raison. Moi, je trouve que c'est hyper pertinent de le préciser. C'est que quelqu'un qui pose une question au chatbot le soir à 20h, c'est qu'il y a certainement une question d'urgence. Si déjà il peut y avoir un premier élément de repère qui existe, qui peut être le chatbot, c'est déjà sympa, parce que c'est un opérationnel, donc forcément, s'il y a un point d'urgence, c'est toujours bien de pouvoir l'aider. Et de deux, si ça répond pas à sa question, il y a l'alerte qui est tout de suite remontée au dresseur de chatbot qui est dans la direction juridique, qui va pouvoir tout de suite traiter dès le matin, parce qu'il va avoir cette alerte-là, et dire tiens, il y a un sujet. Et donc, du coup, c'est aussi la promesse d'être pris en compte assez rapidement, ce qui n'est pas évident quand on est dans le flot des emails. Là, je te rejoins. Exactement. Ces emails, c'est en sortir les bonnes priorités dans le volume de ces emails. Ça, c'est pas simple du tout. Et pour finir de reboucler sur le premier point qui était l'amélioration de l'image de la dynamisation de la DJ, et pour faire le lien avec une question qui nous est posée dans la petite colonne, où on demande, pardon, j'ai perdu la... Avez-vous constaté une augmentation de l'adhésion des opérationnels ? Et donc, est-ce qu'il y a plus de retours ? Alors là, je vois dans la liste des participants, il y a mon amie Swazig de la SNCF, que je salue au passage en espérant qu'elle nous écoute bien, qui a elle-même implémenté un chatbot qui fonctionne bien, et je sais d'expérience qu'il y a eu un bon retour, donc peut-être elle pourra nous apporter des compléments de réponse dans la partie chat. Je sais aussi que chez EDF, ça avait été mis en place également, et qu'il y avait un très beau succès, oui. Donc, c'est de l'amélioration continue. En fonction des retours que vous avez des opérationnels, et vous pouvez faire les modifications inhérentes. Et évidemment, comme pour chaque projet de digitalisation, il y a de la conduite du changement, donc ça nécessite pas mal de communication en amont du projet, pendant le projet, et d'assurer un suivi assez régulier. Mais vraiment, les retours qu'on a sont très positifs, effectivement. Et puis la dimension que ça procure aussi est intéressante, parce que moi je trouve que ça remet un canal de communication entre les opérationnels et la direction juridique. Effectivement, après il y a la machine à café, il y a plein de choses qui vont permettre en plus de nourrir autour de ça. Mais c'est un vrai canal. Et on a Swazi qui nous met un petit commentaire complémentaire, mais que cela fonctionne assez bien, mais je pense que ça dépend de la taille de l'entreprise. Les opérationnels aiment le contact humain. Bon, on revient à la machine à café. Hein. Oui, alors en cette période de Covid, les machines à café sont fermées en entreprise, donc c'est râpé. Non, encore une fois, c'est parce que c'est complémentaire. Ça n'a pas vocation à se substituer à la direction juridique. C'est un outil supplémentaire qui vient pallier une certaine typologie de questions. Ce qu'on voulait vous proposer pour la suite, donc, c'était de rentrer un peu dans un effet démo. Donc, on vous a mis une vidéo à disposition de démo qu'on vous a faite. Donc là, c'est un outil qui nous sert plus à de l'acculturation sur des outils Microsoft habituellement 365. Ce qu'on peut imaginer, c'est que on a accès effectivement dans la barre sur le côté à gauche dans Teams à son chatbot directement pour trouver les contacts. On retrouve ce côté clickbot. C'est-à-dire qu'on peut cliquer dans Interaction pour aller chercher l'information spécifique qui nous ouvrirait par exemple à des documents et on pourrait aller voir ensuite des documents ou des vidéos dans la même interface qui nous permettraient d'aller constater comment on manipule ce document-là, comment on va aller chercher les informations dans le document à travers cette vidéo-là, une chronologie. Un onglet chronologie, on pourrait aller chercher, dire dans cette vidéo de prise en main du nouveau type de contrat, j'ai une nouvelle clause RGPD à tel endroit et je vais cliquer à la 24e seconde pour voir comment les clauses RGPD ont été construites et ce que ça a comme changement. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que j'ai un menu dynamique dans lequel je vais pouvoir chercher des informations. Là, comment je peux utiliser par exemple le nouveau NDA, on pourrait imaginer ça. Et je vais pouvoir poser des questions pour savoir si ce NDA c'est pour moi, dans l'entreprise, à l'extérieur, et qualifier petit à petit le bon document à envoyer à l'opérationnel.
Donc là, on a un vrai petit parcours d'adoption où en fait, finalement, on va mettre à disposition de l'opérationnel une réponse très concrète de la direction juridique, mais ça reste pour des tâches récurrentes, du document, de l'information simple, qui permet à la direction juridique de soulager un petit peu de ces tâches répétitives. Bon, là, dans l'exemple qu'on a, c'est plutôt, ça organise vers des briques techniques des outils Microsoft, mais dans la base de connaissances, on peut très bien y implémenter à la place du contrat juridique, du NDA, tout type de documents, et que ça conduise vers des vidéos. Voilà. Donc c'était un exemple assez court, assez simple, pour montrer qu'on joue aussi dans l'interface. On est sur Teams, on joue dans l'interface de Teams, on ne quitte pas l'interface, c'est l'avantage. Ça, les utilisateurs n'aiment pas trop ressortir sur depuis Teams ou depuis n'importe quel outil, repartir sur l'intranet pour repartir sur un lien web. Là, on reste dans la même interface, on a des onglets, donc on navigue dans les onglets, on sert de la puissance de ça, et on peut retrouver le chatbot de la même manière dans la barre de gauche, mais aussi dans la partie contact. On va retrouver dans les contacts le chatbot comme un contact, un collègue, sauf qu'on fait attention sur le chatbot, ça reste c'est pas un contact humain, donc ça, on faut pas mentir à l'utilisateur final, à l'opérationnel. Il faut que sache bien qu'il est sur un chatbot, que le chatbot, il a un certain niveau de réponse et que l'intelligence, ça reste sur l'humain. Voilà, ça, c'est important, les gens, mais il y a un niveau d'interaction déjà complémentaire. Donc, c'était pour montrer une rapide démonstration de ce que pourrait être un chatbot dans un contexte rapidement déployable. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ce que je voulais vous montrer, c'est un petit peu alors, un projet, comment ça marche pour donner une enveloppe budgétaire, un projet de chatbot. Alors, je ne vais pas être le seul à contribuer. Hein. Il y a, comme tu l'as dit, Émilie, tu as déjà fait du chatbot. On a Swazi qui a aussi implémenté. Moi, je vous donne un peu une règle de mode de fonctionnement. Nous, on a des modes projet d'accompagnement pour ceux qui débutent leur premier chatbot, soit en direction juridique ou ailleurs d'ailleurs. On a un premier mode qui est accéléré. Donc, c'est je sais exactement, par exemple, je vais prendre un exemple simple, c'est ce que disait tout à l'heure Émilie, c'est que plutôt que de faire une FAQ, je vais faire un premier chatbot très simple, voilà, qui fait d'ailleurs du question-réponse ou de l'hybride, mais vraiment sur finalement pas une FAQ, mais la synthèse intelligente d'une FAQ que je voudrais en interaction client. Je vais faire un premier chatbot très simple sur un premier cas d'usage. Je pourrais prendre un parcours accéléré où là, je dis OK, j'ai un nombre de questions que je connais bien. Ce qu'on appelle arbre de conversation, c'est le flux de communication que je souhaite. Ben, quand j'appelle, je dis bonjour, qu'on se présente. Est-ce que je veux qu'il me fasse apparaître les fameuses cases du clickbot? Ou est-ce que j'ai une des questions ouvertes et quel type de questions ouvertes je veux faire? Donc, on regarde comment on accessoirise la communication. Est-ce qu'on part sur 2, 3 questions types, 4? Est-ce qu'on ouvre sur des cases à cocher? Quel type de sujet on met en avant? Et après, qu'est-ce que ça décline comme question, comme cheminement? Et puis, du coup, ça, c'est assez rapide. Généralement, c'est un chatbot que j'ai bien identifié. Je sais ce que je vais y mettre dedans. Je peux aller assez vite. Donc là, on a une première estimation à peu près à partir de 12 000 euros. Je peux commencer à faire des chatbots assez simples. Et en l'espace de 1 à 2 mois, je peux avoir mon chatbot. Alors, je dis 2 mois parce que ça va dépendre aussi de la disponibilité en tant que direction juridique que vous avez. Si vous êtes capable de placer 2-3 ateliers dans un mois, votre chatbot, sous un mois, il est disponible. Si vous êtes un peu moins disponible, on va le faire sur 2 mois ou un peu moins de 2 mois. Le mode complet, l'accompagnement, ça va être une construction plus progressive. Vous n'aurez peut-être pas toutes les questions en tête. Vous aurez besoin de brainstormer, d'accompagner. C'est là où on s'appuie aussi sur l'expertise d'Émilie en direction juridique pour vous permettre d'accélérer un petit peu la réflexion et que ça puisse susciter de l'intérêt sur les questions, sur les orientations, usage de votre chatbot. Donc là, effectivement, on aura un nombre de questions un petit peu plus important. On aura peut-être un arbre de conversation, donc ce fameux schéma où on déroule quelles cases à cocher en entrée, quelles questions on pose derrière, quels filtres pour amener la réponse, un petit peu plus complexe, ce qui sera normal. Et peut-être qu'on aura des premières connexions avec certains outils que vous utiliserez en interne. Voilà. Donc là, on est effectivement sur quelque chose d'un petit peu plus complet, où on forme les dresseurs de bots pour qu'ils puissent être opérationnels derrière, puisque là, comme c'est un petit peu plus complexe, c'est un petit peu plus réfléchi, il faut que les gens sachent répondre à un ensemble de questions et d'usages. Donc, on forme l'équipe en interne que vous avez, ça peut être 1, 2, 3, 4 personnes maximum, faut pas beaucoup plus. Et ça va pas leur prendre non plus énormément de temps, mais au moins ils ont l'intégralité. Donc là, on est plutôt sur autour de 18 000 euros, un petit peu moins de 20 000 euros. Et puis après, on a des étapes un peu plus avancées où là, on va être sur un nombre de questions beaucoup plus complet. Donc ça peut être par exemple, je réunis tout ce qui me coûte du temps. Voilà, je dis moi, je vais faire un chatbot ou NDA, tout ce qui est documentaire, je vais évacuer.
de base niveau 1. Là, je vais avoir besoin d'avoir un certain nombre de questions, des arts plus avancés de conversation, une expérience conversationnelle un petit peu plus riche. Et je vais peut-être avoir des choses qui vont être développées avec des workshops techniques, parce que je vais peut-être mettre certaines briques de certains outils auxquels je fais appel en interne. Type, j'ai peut-être un générateur de contrats, des choses comme ça. Et donc là, je vais peut-être m'interconnecter directement avec, parce que moi, je veux pas toucher au contrat, je veux que tout passe dans le chatbot. Donc, je veux pas avoir une action humaine, vu que c'est des choses récurrentes qui, pour moi, sont à faible valeur ajoutée. Donc là, on va être plutôt à un tour de 23 000 euros. Voilà pour quelques éléments. Sur le dernier pan, on est plutôt sur 3 à 4 mois. Ça prend un petit peu plus de temps, il y a un peu plus d'ateliers. Sur l'étape du milieu, sur le complet, en 2 ou 3 mois, on peut commencer à avoir déjà, on va dire, un chatbot avec une activité projet complet, c'est-à-dire jusqu'à former l'équipe. Voilà à peu près globalement. Toi, Émilie, sur les retours d'expérience que tu as sur les autres chatbots que tu as mis en œuvre, conforme à peu près à ce qu'on dit ou... Oui, oui, absolument. Ça peut aller très vite. Ça dépend encore une fois du nombre de questions que vous souhaitez implémenter, du degré de complexité, du type de langage que vous souhaitez aussi. Mais effectivement, ça peut aller vraiment vite. C'est adaptable à la fois pour des petites entreprises avec des petites directions juridiques. Dans le cas d'usage, nous, on l'avait fait, c'est parce qu'en fait, du coup, c'était une toute petite direction juridique, la personne était seule et donc, du coup, elle pouvait pas gérer l'intégralité des sujets. Donc, elle avait vraiment un besoin de se dégager de ces questions standards parce que son temps n'était pas démultipliable. Dans les grosses directions juridiques, c'est aussi très utile parce que ça peut vous permettre justement de dégager du temps pour chacun. Moi, j'aime bien aussi le cas d'usage dont on n'a pas beaucoup parlé là, mais qui serait un chatbot interne, qui est de la mutualisation en fait au sein de la direction juridique de connaissances. C'est particulièrement approprié quand vous avez des secteurs, quand vous avez des juristes qui sont affectés par thématiques juridiques. Vous avez un juriste pays, un juriste fiscaliste, un juriste contrat, un juriste immobilier, voilà, un juriste corporate, et tout le monde n'est pas forcément formé sur les thématiques des uns des autres. Et ça permet justement de pousser des réponses standards les uns aux autres pour pouvoir répondre aux opérationnels sur des questions voilà, un peu plus standards. Et donc, ça peut aussi avoir un cas d'usage, que ce soit interne ou auprès des opérationnels. Super. Alors, sauf, vous n'hésitez pas si vous avez encore quelques questions. Je propose qu'on réponde un petit peu aux questions dans l'ordre. Je voudrais m'occuper de Geoffrey parce que le pauvre, il a posé la question en premier. On a répondu à toutes les questions tout de suite. Je vais reprendre des éléments et puis à la limite, on répond au fil de l'eau. Peut-être, est-ce que les échanges sont historisés, retrouvables dans un endroit dossier, par exemple, prévu à cet effet? C'est une question, tu en avais parlé tout à l'heure un peu, Émilie. Effectivement, on peut historiser un nombre de documents assez facilement, puisque, comme le disait Émilie, dans le gros mot back-office, donc l'interface qui est dédiée, vous pouvez effectivement définir dedans des règles où il y a certains types de documents qui sont stockés, qui répondent à des questions précises, ou en tout cas des ensembles de parcours. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Et ça peut être des dossiers qui peuvent prendre l'ensemble de ces documents-là, et c'est des documents qui peuvent être mis à jour en temps réel par vous, soit par du drag and drop, des choses assez très très simples. Mais effectivement, oui, c'est possible dans un chatbot, techniquement, de pouvoir avoir des échanges historisés, renouvelables, de demander, voilà, typiquement, je veux retrouver le contrat, la version 1 de 2018, et hop, si le chatbot a l'information que c'est prévu dans la construction, il va lui ressortir directement le lien, donc la personne va pouvoir cliquer, et l'avantage, c'est qu'il aura ce lien qui sera gardé en mémoire, donc il pourra y revenir autant de fois qu'il le souhaite. Donc ça, c'est le gros avantage. Je ne sais pas si tu voulais compléter, Émilie, là-dessus. Non, c'est très bien. Le KPI, on a parlé pour Elisa. On a parlé de l'adhésion. Sur Corinne, la question de Corinne sur l'adhésion des opérationnels. Et effectivement, s'ils font appel, ces opérationnels qui ne font pas appel naturellement à la direction juridique, on n'a pas de taux d'adhésion aujourd'hui qu'on peut sortir en disant on a augmenté de 20% le taux d'adhésion des directions juridiques ou des opérationnels auprès de la direction juridique. Je pense que ce serait un peu prétentieux de pouvoir sortir un KPI national sur le sujet, ou en tout cas tendance d'entreprise. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'effectivement, ça ouvre les chakras sur l'interaction entre les métiers et la direction juridique. Et le deuxième élément, c'est que ça permet vraiment, en termes d'adoption, de permettre aux gens de réadresser la direction juridique dans ses premières vertus, c'est-à-dire effectivement plus du conseil, plus les cœurs de métiers spécialisés et les tâches hautes. Parce que quand on fluidifie, je dirais, les tâches récurrentes et basses, effectivement, les prochaines communications qu'il y aura, interactions,
ça va être plutôt dans le cœur de métier. J'imagine que, enfin, si tu peux compléter, Émilie, là-dessus. Oui, en fait, c'est comme d'habitude, les opérationnels, c'est des gens comme vous et moi aussi, et de la même façon que nous, on a pu avoir des expériences catastrophiques avec des chatbots sur des sites internet, on en a aussi eu des bonnes, je pense. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé de me dire, bah là, c'était très bien, ça m'a évité de, pardon, ça m'a évité de perdre un quart d'heure au téléphone en attente avec la petite musique pour avoir une réponse standard à une question hyper simple, mais juste que je ne trouvais pas sur le site internet. Donc, il y a des bonnes expériences et du coup, c'est à nous de co-construire ensemble un chatbot qu'on souhaite le plus efficace possible et qui réponde le mieux aux questions les plus standards qu'on peut se voir poser au quotidien. Donc, c'est vraiment de la co-construction. Enfin, ça n'est que ce qu'on en fait. Donc, plus vous l'entraînez, plus vous avez pensé aux questions les plus standards, plus vous apportez les réponses les plus pertinentes, plus vous prenez en compte aussi les retours avec le taux d'insatisfaction du client s'il estime, alors je dis client, pardon, mais c'est client interne, plus vous prenez en compte leur retour avec le taux d'insatisfaction potentiel sur une partie de la question qui n'a pas été pris en compte ou auquel on n'avait pas pensé, plus vous rebouclez la boucle et plus voilà, ça redevient circulaire et plus les réponses seront apportées au quotidien. Donc, c'est vraiment, encore une fois, c'est exclusivement ce qu'on en fait. Il n'y a pas de bon ou de mauvais outils. Il y a la façon dont on va le créer et dont on va le penser et l'énergie aussi qu'on va mettre au quotidien à l'updater parce que c'est pas un outil mort. Il va pas rester, une fois qu'il est implémenté, c'est pas fini. Hein. C'est une co-construction permanente. Parce que plus ça fonctionne et plus vous vous rendez compte qu'il y aurait d'autres cas d'usage et plus vous pouvez affiner vos questions. Voilà, c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution. Exactement. Je complète là. Donc, du coup, Geoffrey nous a remercié pour la réponse. Il nous a précisé en fait sa question. Il nous a dit que c'était plutôt dans une situation où il y avait les questions posées, les réponses ont été apportées. Et on souhaite retrouver ces échanges, par exemple les cadeaux et invitations, et retrouver la question, historiser la réponse du bot afin de pouvoir derrière effectivement proposer, enfin, de retrouver en cas de contrariété, par la suite retrouver l'échange opérationnel chatbot. C'est clair que sur cette question-là, on peut effectivement garder l'historique. Alors, il y a différentes stratégies, hein, ça on le verra dans un chatbot. Soit j'ai une option pour le faire, et dans ce cas-là, c'est un petit peu plus simple, entre guillemets, parce que j'ai une case d'historisation et je peux proposer de l'historiser. Parce que ça peut être un petit peu lourd pour les opérationnels de retrouver toutes les communications et tout l'historique d'avoir cette option-là. Donc, ça peut être effectivement ce type d'approche-là. Ou après, il y a d'autres techniques qui peuvent être employées. C'est-à-dire qu'on peut effectivement demander à l'utilisateur s'il souhaite conserver la donnée ou avoir un lien pour pouvoir y revenir plus régulièrement. Et dans ce cas-là, on lui met un onglet, comme on a vu dans Teams, on lui met un onglet dédié pour qu'il puisse retrouver ces informations-là. Il y a une barre de recherche. Quand il tapera le nom du contrat, l'année ou autre, il retrouvera tous ces onglets historisés. Donc effectivement, c'est une possibilité qui est faite. Comme la gestion documentaire, on peut avoir l'historisation des documents et des échanges qui peut très bien être fait dans le cadre d'un chatbot. Et c'est ça l'intérêt. Voilà. D'ailleurs, ça enrichit d'ailleurs le chatbot, hein, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'amélioration continue. Voilà. Donc moi, je vois deux techniques principales. Voilà pour les éléments. Je vais revenir sur les autres questions, parce que je vois l'heure qui tourne. Donc si on revient, donc, du coup on a répondu, je pense, à l'ensemble des questions. On a une autre question de Geoffrey, c'était dans quelle mesure un chatbot peut-il être intégré, adapté à une entreprise sans développement spécifique afin de répondre aux spécificités des organismes? Peut-elle même être intégrée à un outil déjà existant? Alors, si tu veux, Émilie, je réponds à celle-là, elle est un peu technique. Donc, effectivement, nous, on est une plateforme, alors si je rentre dans les gros mots, une plateforme SaaS. Donc, l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire un développement spécifique dans la mesure où on utilise un chatbot dit simple. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'interfacer avec un outil de votre direction juridique existant qui est dans votre organisation. Si vous voulez un chatbot en plus, il puisse se mettre via une petite pastille sur votre intranet ou via directement un Teams ou un Skype. On a les types de développement, on a fait les types de développement avec Microsoft pour ça. Donc, on sait le publier assez facilement. Il y aura toujours des règles de sécurité par rapport à votre direction informatique, hein, qui voit bien que le logiciel existe et ce qu'il fait. Mais il est validé par Microsoft sur Skype et sur Teams. Et dans la partie web, c'est une simple petite pastille qui s'appose
Donc, c'est relativement simple à mettre en œuvre. C'est pas intrusif. Après, tout dépend l'envergure du chatbot que vous voulez mettre en œuvre. C'est sûr que si c'est un chatbot qui doit traverser pas mal d'outils, communiquer avec les outils existants pour récupérer de l'information, là, ça demandera effectivement peut-être un moment une étude très simple, quelques jours pour voir si c'est faisable et dans quelle mesure. Voilà. Mais aujourd'hui, la plateforme qu'on propose côté Witivio permet complètement à un métier d'avoir accès à son chatbot et il peut la poser sur son intranet, sur son Teams. Ça se fait très facilement et ça ne demande pas des gros éléments de sécurité ou de développement, voilà, sur la partie native. Sur la question de Corinne, est-il possible de démarrer l'implémentation par un POC, par exemple, de préparer le nécessaire pour la création? Voilà, la réponse, Émilie, hein, je pense que c'est oui, hein. Effectivement, on commence avec beaucoup de clients par un POC. On essaie de faire un petit périmètre. C'est normal, c'est une première expérience. Chatbot, on n'a peut-être pas l'habitude. Faut peut-être réunir une équipe de gens qui sont mobilisés sur le sujet et intéressés pour l'être. Donc, on va commencer par un premier périmètre, un premier use case, comme on dit, un premier cas. Oui, tu peux peut-être repréciser ce qu'est un POC. C'est pas en langage juridique. Voilà, un proof of concept. Donc, on dit, OK, on va tester pendant un court moment une seule fonctionnalité de tout ce qu'on a en tête sur un chatbot. J'imagine que, par exemple, moi, les contrats, ça m'intéresse, mais j'ai un type de contrat sur lequel c'est très simple, je les demande tous les jours. Celui-là, je peux l'évacuer assez facilement parce que finalement, je vois très bien 5 opérationnels me poser la même question par mois. Et donc, je vais faire un POC, un proof of concept. Je vais prouver que le fait de tester cette partie-là des contrats comme dans un récurrent, c'est un vrai besoin. Et je vais pouvoir faire grandir ce premier cas-là, ces premiers types de contrats, à peut-être plus de contrats. Donc, je vais me prouver pendant 1 mois, 2 mois, un intérêt pour les opérationnels, en tant que direction juridique, que moi, j'arrive aussi à bien m'approprier le concept et que ça a du sens ce que je fais. Et donc, je le teste sur une période assez courte, un petit mois, et ça suffit. Voilà. Donc, un POC, c'est effectivement, c'est une bonne démarche, surtout si c'est une première expérience. Et il n'y a pas de souci pour démarrer sur un POC, c'est un plus petit budget, c'est un plus petit périmètre, ça permet de se rassurer et ça permet de se constituer la petite équipe de 1, 2, 3 personnes qui permettent de démarrer pour lancer un premier chatbot simple qui va avoir une période de test. On en a fait un cet été, par exemple, avec une société qui est dans le monde des assurances. Ils se sont bien mobilisés, sont bien appropriés le sujet, on leur a montré comment ça fonctionnait, on les a accompagnés sur 3 ateliers pour faire le POC. Et ils ont eu plutôt pas mal de messages, ils étaient assez contents, ils ont pas mal de retours utilisateurs. Donc ça les a rassurés pour se dire à la fin qu'on a fait la réunion de fin d'évaluation du POC, de se dire bon, on a eu quand même beaucoup de monde qui a répondu dans l'été ce qu'on pensait pas. On a eu beaucoup de questions pertinentes. On a vu que ça suscitait pas mal d'intérêt, que les gens ont plutôt apprécié. Donc effectivement, c'était plutôt positif pour eux de passer par une phase de POC. Ils se sont rassurés sur à la fois la manière de faire, le retour des opérationnels, et puis le fait que ce soit beaucoup plus clair pour eux l'étape d'après. Je ne sais pas si ça répond bien à la question de Corinne en tout cas. Et je vois effectivement la question du POC. Sur la question de Christophe, j'imagine qu'un chatbot doit être construit avec les opérationnels, non pas avec les juristes. Vous en intégrez dans vos modes projet retour d'expérience. Émilie, toi, sur la construction de chatbot en direction juridique? Alors non, on ne le faisait pas avec les opérationnels, c'est pas impossible, on peut bien sûr les faire prendre partie au projet, mais en réalité, généralement, les directions juridiques sont elles-mêmes très au fait des questions les plus récurrentes auxquelles elles sont soumises. Du coup, en réalité, il n'y avait pas un apport incroyable de la part des opérationnels parce qu'ils allaient faire remonter eux-mêmes les mêmes questions que les directions juridiques faisaient remonter. Et par ailleurs, si vous demandez aux opérationnels, ils vont vouloir mettre tout et n'importe quoi dans le chatbot. Or, encore une fois, il y a une partie des questions sur lesquelles volontairement, on va pas vouloir en tant que juriste apporter une réponse via le chatbot parce qu'on veut garder la main mise dessus, parce que c'est stratégique, parce que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et donc du coup, on veut qu'il passe par la direction juridique humaine. Donc du coup, moi, je suis plus partante pour le faire exclusivement avec les juristes pour le coup. Alors que d'habitude, je suis vraiment dans l'inclusion de toutes les parties prenantes. Mais là, vraiment, vu que c'est sur des questions très standards, je pense que c'est une réponse auxquelles les juristes ont... c'est une question auxquelles les juristes ont déjà la réponse. À savoir, quelles sont les questions que vous voulez déléguer.
Ouais, je pense que le vrai seul sujet pour Christophe où on pourra intégrer un retour d'expérience avec un opérationnel particulier dans, je dirais, la tribu de constitution des juristes qui montent leur chatbot, c'est vraiment s'il y avait un POC qui était dédié à un métier pour un cas d'usage très précis. Ce serait vraiment la seule exception qu'on pourrait faire. Type ce que j'ai dit tout à l'heure, le directeur commercial qui arrive, oh, on a un projet de digitalisation, on connaît rien sur la digitalisation, on a remporté, on a fait un test, ça marche, on n'a aucune loi, aucun contrat qui nous permette de délivrer un projet de digitalisation. Donc bien faire attention, effectivement, parce que le métier, c'est la direction juridique. Ils voient tous les cas d'usage arriver. S'il faut un chatbot, généralement, ça a intérêt de mutualiser différentes situations dans un chatbot, sauf un POC spécifique, un métier spécifique, parce qu'un volume ou une nécessité spécifique. Ouais, je pense que c'est. Puis une dernière de Corinne. En parallèle, on vous a mis un sondage à disposition. Si vous regardez dans l'onglet sondage, si vous voulez, si vous êtes intéressé pour qu'on fasse un workshop en ligne pour voir les possibilités de co-construire un chatbot ensemble, c'est vraiment la démarche intellectuelle et ce que ça peut comprendre. N'hésitez pas, parce que si vous êtes plusieurs à répondre oui, bon, on vous montrera à ce moment-là un workshop en ligne avec Émilie sur octobre pour le faire ensemble. Voilà, ce sera avec plaisir. Dernière question, c'est effectivement celle de Corinne. Est-ce qu'il existe des chatbots capables de choisir le bon template de contrat, aider à compléter les spécificités pour obtenir un contrat ready to use à la fin de la discussion avec le chatbot? Je vais laisser la réponse à Émilie. Oui. Cette question la plus simple. Oui, alors là, en fait, oui, ça existe, mais non, ça n'est pas un chatbot en réalité, c'est d'autres outils. Donc, moi, comme je vous le disais en préalable, je suis une consultante où j'assiste les directions juridiques justement à trouver les bons outils par rapport à leurs besoins. Et ça, c'est typiquement le cas de figure où on va me dire, j'ai besoin d'un chatbot parce que je voudrais faire ça. Et en réalité, ça existe, mais ça n'est pas un chatbot. Vous avez des outils de templatisation et d'automatisation qui vont permettre justement de guider les opérationnels par rapport à votre contrat type, où vous aurez vous-même établi quels sont les blanks que vous voulez qu'ils remplissent pour vous faire gagner du temps. Et les parties, vous allez faire un menu déroulant. Et là, c'est pas sous forme de chatbot, c'est même pas du conversationnel guidé, ce sera une partie sur le côté, vous avez une partie document et une partie guidée à côté, où les personnes vont pouvoir remplir justement les éléments que vous avez identifiés comme étant à remplir par eux. Et ensuite, le document vous revient et vous reprenez la main en tant que juriste. Et les allers-retours peuvent se faire sur cette base-là. Ça peut même être interfacé après avec un outil de signature électronique. Mais en soi, c'est pas l'outil de chatbot qui va vous permettre de faire ça. Tous les outils qui existent, normalement, peuvent être interfaçables les uns avec les autres, sous réserve d'API et de développement qui peuvent être faits par les personnes en charge du développement de la solution. Plus elles sont grosses et connues, plus les API existent déjà, et donc, du coup, l'interfaçabilité est relativement simple. Ça vous empêche pas d'avoir un chatbot à côté, mais ça n'est pas le même cas d'usage. Par contre, vous pouvez très bien avoir poussé comme réponse à la question « Puis-je avoir un modèle type de contrat blabla ?» avoir poussé la réponse, oui, il se trouve sur le logiciel X ou Y sur lequel vous avez accès, vous, en tant qu'opérationnel, et merci de passer par cet outil-là pour y répondre. Et ensuite, vous aurez donc par cet autre canal le document qui vous reviendra templatisé et pré-rempli par l'opérationnel. On t'a un peu perdu au niveau du son, je pense, Émilie. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'avait perdu un petit peu au niveau du son. Ah, pardon, à quel moment, du coup? Je pense à la fin sur la templatisation, mais effectivement, il y a une différence entre construire un template qui correspond exactement aux souhaits de l'opérationnel en temps réel, et c'est un autre type d'outil, du chatbot qui va être capable de donner des modèles déjà existants et donner l'accès à ces modèles-là selon. Pas de souci, Cédric. Bonne journée à vous. Très bien. Il y avait effectivement, on a une remarque aussi de Swazi sur le fait qu'il était important, et ça c'est extrêmement vrai, il était important de communiquer régulièrement sur le chatbot. Il faut une vraie stratégie, un peu de conduite du changement sur le fait d'expliquer que le chatbot existe. C'est une très bonne remarque. Moi, on l'a pas mal vécu. Émilie était pas mal au cœur, mais nous, dans les équipes Withivio, c'est aussi le cas. On fait même des chatbots day chez les clients qui ont des chatbots qu'on renouvelle tous les 3 mois ou 6 mois pour expliquer auprès des opérationnels avec le métier, avec la direction juridique, en fait, à quoi sert le chatbot, comment il est connu, comment il est perçu, est-ce qu'on savait jusqu'où il est capable d'intervenir. Donc, on fait des démos en direct
à l'intérieur de l'entreprise, et puis de montrer effectivement qu'il évolue. Cette notion de performance dont parlait Swazik, elle est très importante, c'est de dire, bah voilà, depuis qu'on s'est vu, qu'on a fait la présentation il y a 3 mois, qu'on a lancé le chatbot, ben voilà tout ce qu'on a en plus et voilà tout ce qu'on a en expérience offerte, qu'on a enrichi. C'est un cercle très vertueux parce que généralement, c'est ce qui permet de disséminer voilà, des bons réflexes dans l'entreprise. Et comme c'est mis à disposition des gens, ce serait un peu dommage qu'ils puissent pas s'en servir si ça a du sens pour eux, quoi. Voilà. Exactement. Et comme pour n'importe quel projet de conduite du changement, pour que ce soit adopté, il va falloir montrer aux utilisateurs. Alors en fait, il y a la distinction, c'est que là, l'utilisateur, en réalité, ça n'est pas vous. C'est un des rares outils où l'utilisateur, ce sera pas vous, la direction juridique, ce sera les opérationnels. Donc c'est un outil pour les opérationnels qui va vous simplifier la vie à vous. Donc pour vous, le coût, il est acquis, vous comprenez ce que vous allez gagner. En revanche, il va falloir vendre et expliciter vraiment au plus clair ce que les opérationnels eux-mêmes vont y gagner. Donc notamment la rapidité de réponse, notamment la simplicité d'utilisation, notamment un délai de traitement raccourci. Et puis c'est intéressant dans l'expérience pour ceux qui n'ont pas pas rencontré ou peu de chatbot dans leur vie, de pouvoir avoir un chatbot d'entreprise qui effectivement c'est pas la même expérience qu'un chatbot qu'on rencontrait sur vos sites web. Donc c'est intéressant aussi que les gens puissent se faire un avis, un vrai avis de comment ça fonctionne au quotidien et de pouvoir en expliquer ça à leurs autres collègues. Ça aide aussi à la prise en compte et ça fait partie un peu de la conduite du changement interne à opérer, quoi. Très bien. Bon, on a fini l'intégralité des questions-réponses, sauf si on a une petite dernière au dernier moment. Comme indiqué, si vous voulez, dans la partie sondage, voilà, faire un petit vote si ça vous intéresse ou pas de participer à un prochain workshop la prochaine fois. On pourra vous montrer un petit peu les best practices via un workshop en ligne sur comment construire un chatbot ensemble. Petit côté ludique, ça peut être sympa de dépasser l'étape un peu plus concrète. Voilà, si c'est pas le cas, en tout cas, nous on vous remercie, hein, Émilie. Je trouve qu'il y a beaucoup d'échanges. Merci à toi. Et merci à Camille derrière qui gère toute la présentation des slides et le back-office. Merci beaucoup. Enfin, un gros travail derrière. Merci à tous en tout cas. On espère vous retrouver sur une prochaine. Moi, j'étais très content de le faire avec Émilie parce que ça fait du bien quand on a quelqu'un qui est expert métier qui est intéressé sur les aspects du chatbot, de pouvoir intervenir. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on retrouvera une occasion pour peut-être tous vous inviter sur un prochain event en tout cas. Merci à tous. Bon, on a vu Camille, c'est bien. Camille était derrière le logo Wittivio, c'est bien de la remercier parce que c'est elle qui a fait toute l'organisation. Bravo à tous, à très bientôt, bon appétit. Au revoir. Au revoir.